Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Sandrine Oliveira. Je suis responsable territoriale sur la Moselle et les Vosges. Je vous souhaite la bienvenue dans le webinaire l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels et les patients en parlent, et plus particulièrement sur ce deuxième atelier qui portera sur quel nouveau mode d'organisation construire pour renforcer l'accessibilité au programme d'éducation thérapeutique du patient. Pour ce faire, j'aurai le plaisir d'animer cet atelier avec Karine Barel, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Karine Barel, patiente experte formée au 40 heures ETP. Donc j'interviens sur plusieurs webinaires, aussi dans des formations de professionnels de santé et en même temps formée bien sûr au 40 heures ETP. Très bien, merci beaucoup. Peut-être juste avant de commencer, je vais vous rappeler rapidement les règles sur Teams pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce navigateur. Donc sur le haut, vous avez la petite main, l'icône petite main pour lever la main quand vous souhaitez prendre la parole. Vous avez aussi un petit micro en icône. Si vous souhaitez prendre la parole, il faut activer le micro, c'est-à-dire voilà, enlever le petit trait. Donc, on appuie dessus, on active le micro. Et une fois que vous avez la parole coupée, enfin terminée, je dirais, on coupe le micro. Donc, voilà. Sur le côté, vous avez une fenêtre de chat où vous pouvez mettre vos commentaires, vos remarques, vos questions. Nous avons deux modérateurs qui seront présents dans cette fenêtre-là. Donc, Anne-Patrice et Aurélie Simonin qui relèveront vos commentaires, vos questions et pourront répondre si besoin est directement à vos questions. Voilà. Autre chose, si pour certains vous avez des difficultés pour l'ouverture de votre caméra, il n'y a pas de souci, vous pouvez juste prendre la parole tout à l'heure et pas besoin d'activer votre caméra si vous rencontrez des difficultés. Voilà. Donc, ça va se dérouler en deux temps. Un premier temps, on va avoir un petit temps d'intervention, de présentation du projet, présentation du contexte. Et ensuite, on viendra vraiment sur un temps d'échange face aux constats qui sont ressortis et surtout de construction de recommandations pour faire évoluer les choses. Alors. Les objectifs du projet. Donc, c'était un projet qui a été réalisé avec la conférence régionale de la santé et d'autonomie du Grand Est, avec le soutien financier de l'Agence régionale de santé, du Conseil régional et de l'AG2R, la mondiale. Il avait pour objectif donc d'améliorer la qualité de l'offre d'éducation thérapeutique du patient sur le Grand Est. Pour ce faire, on a mis en place des entretiens sur le Grand Est auprès de personnes vivant avec une maladie chronique, des personnes qui ont soit participé, soit refusé, soit abandonné un programme d'éducation thérapeutique du patient. On a mené aussi des entretiens avec l'entourage de personnes qui vivent avec une maladie chronique et avec des professionnels qui œuvrent au sein de programmes d'éducation thérapeutique. De ces entretiens-là sont ressortis plusieurs priorités, plusieurs constats. Le premier, c'était une problématique d'inclusion des patients. On se rend compte que certains programmes d'éducation thérapeutique rencontraient des difficultés d'abandon, d'arrêt, de file active faible. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties, en tout cas des entretiens, sur la problématique de l'inclusion, la méconnaissance des programmes, la non-compréhension, toujours la méconnaissance peut-être par certains professionnels de santé. Ensuite, autre point qui a été abordé, c'est la construction des programmes d'éducation thérapeutique avec les patients. Comment sont impliqués les patients dans la construction des programmes d'éducation thérapeutique, que nous verrons sur un autre atelier. Et l'atelier d'aujourd'hui portait sur les difficultés d'accessibilité de ces fameux programmes d'éducation thérapeutique. Alors, quand je dis accessibilité, c'est un grand terme et vaste sujet, puisque derrière, qu'est-ce qu'on entend par accessibilité ? On entend des difficultés d'accessibilité temporelle. Pour certains patients, il était obligé de prendre des jours de repos, poser des RTT pour pouvoir se déplacer à un programme d'éducation thérapeutique, des horaires qui n'étaient pas toujours évidents pour pouvoir participer à des programmes d'éducation thérapeutique et surtout liés à la pathologie.
Des difficultés aussi d'accessibilité géographique. Quand on vit en milieu rural et que le programme d'éducation thérapeutique se passe à 70 km, c'est un coût. C'est aussi une difficulté d'accessibilité financière. Un coût pour se déplacer, un coût pour le parking, pour stationner sa voiture. D'autres difficultés aussi qui ont été évoquées, c'est l'accessibilité, la compréhension de l'information. C'est-à-dire que pour certains, ils avaient des difficultés à comprendre les sujets qui étaient abordés dans ces activités d'éducation thérapeutique du patient. Et le dernier point, c'est quel accès ont les personnes en situation vulnérable ou les personnes en situation de handicap à ces programmes d'éducation thérapeutique? Quelle est la place des publics en situation de vulnérabilité? Alors, la HAS, elle évoque beaucoup de choses dans ses recommandations. Elle évoque justement cette notion d'équité des chances, c'est-à-dire il faut arriver à interroger les services et les offres qui sont proposées pour voir si elles correspondent au plus grand nombre et si elles sont adaptées. La HAS le dit bien, elle recommande que les programmes soient adaptés à la culture, à la situation de handicap, à l'éloignement géographique, aux ressources locales, au stade de la maladie. Alors, qu'en est-il réellement ? Pour ce faire, je vais donner la parole aux personnes justement qui ont été interviewées dans ces entretiens. Alors, je monte juste le son pour que vous l'ayez correctement. Oups. 2 journées avec plusieurs mois d'écart, me semble-t-il, entre les 2 journées. De là, en fait, on marche à 4 pattes. Moi, j'ai fait à chaque fois, je me tapais une crise. Pendant 1 semaine et demie, je marchais à béquille. C'est hyper long. Mais bon, je pense qu'il faut pouvoir rassembler les gens qui viennent de loin aussi. Donc, alors ici, c'est sur une demi-journée, un après-midi. Et quand j'en ai fait à Paris ou dans les autres villes, c'est sur un week-end entier. Donc, difficulté dans le sens où il faut s'absenter du travail. C'est vrai que le fait que ce soit une journée de 8 heures complète, c'est pareil, c'était aussi assez compliqué, je pense, pour la plupart des personnes qui étaient là pour tenir assis pendant 8 heures. Et la position assise prolongée n'est pas forcément supportable pour tout le monde. En fait, c'était de 9h à 17h. Trop d'informations, trop de choses à faire. Il y avait des exercices physiques aussi, et puis certains sont plus touchés que d'autres. Voilà. Après, il y en avait la kiné. On avait aussi, je crois que c'était un éducateur sportif qui nous a appris en fait à faire un genre de sport doux. Mais bon, voilà, on était tous à moitié cassés l'après-midi et du coup, ça n'a pas donné grand-chose. Madame, elle a souligné quelque chose de très juste. Elle a dit qu'elle a galéré pendant une demi-heure pour pouvoir venir garer ma voiture. Garer sa voiture. Et ça, c'est... Vous devez participer à une séance et de se dire, bon, ben, vous êtes déjà démoralisé à la base. Ouais. Donc vous en avez déjà un petit peu marre parce que qu'est-ce qu'ils me font chier pour venir ici alors que... Non, mais je me suis même dit à un moment donné, si je trouve pas de place, je vais repartir chez moi. Voilà. Mais déjà, nous, quand on vient de chez moi, normalement, je suis là en 35 minutes de chez moi. Vaut les coups, là. 35 minutes. Je me prévois 1 heure avec tout ce qu'il y a entre. C'est incroyable. Entre la A4 et la A35, tu sais pas où tu arrives. Donc les gens qui viennent, s'il faut qu'ils fassent 70 km aller, 70 km retour. Moi je sais que la deuxième journée d'éducation thérapeutique, ça m'a compté 2 jours de congé pour reprendre mon jeudi, parce que mon vendredi était un jour de repos, j'avais un peu en travers de la gorge quand même. Mais voilà, c'est juste que oui, on aspire quand même à faire d'autres choses pendant ces périodes de congé que... on a déjà suffisamment de périodes de vacances qui sont gâchées par la maladie, donc si en plus on doit prendre sur ces jours de repos pour encore une fois traiter sa maladie, c'est compliqué. C'est pour ça que des fois quand on me proposait rien que d'aller voir la nutritionniste, je dis non, c'est bon, je viens pour ça, je travaille, finalement, à part hôpital, boulot, je n'étais plus à la maison. Ouais, j'ai même plus de vie de famille, quoi, j'ai même plus un truc. J'ai vraiment, j'en ai trop marre parce que c'était trop contraignant, encore revenir sur Nancy.
Moi, j'ai pareil, 1 heure aller, 1 heure retour. Parce qu'une journée entière à être dans le parking, là, Le coût de stationnement, oui, c'est pas quoi. C'est énorme. Le premier jour était beaucoup de, enfin, ça s'est vraiment enchaîné rapidement. J'avais l'impression de retourner à l'école, de revoir les... Voilà. J'arrivais, ils faisaient leur speech, ils repartaient, et nous on était un peu les élèves qui apprenaient les choses. Voilà les horaires, 9h, 10h, voilà, c'était... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'était en fait, c'était juste pour vous dire le taux de calcium, le taux de maintien, enfin, voilà, c'était les différents. C'est ça. Il n'y avait aucune idée pratique et aucun suivi non plus. Elle ne nous a pas recommandé de suivre de diététicien ou de... J'avais suivi c'était un médecin ou alors que la nutritionniste peut-être, oui, intègre plus des choses pratiques. Donc moi j'avais demandé à la diététicienne, j'ai dit est-ce qu'il y a des aliments qui vont faire que l'inflammation elle peut augmenter ou pas? J'ai pas eu de réponse. Est-ce qu'il y a des aliments qui au contraire peuvent être plus faciles, je sais pas moi, à digérer, à faire on nous dit qu'il y a tout un lien digestif, articulation, mais en fait on ressort, on n'a aucun truc concret sur l'alimentation quoi. Donc je suis tout à fait d'accord. Voilà. Il est vrai qu'on est trop informatif. On devrait être plus... enfin, on écoute les gens, mais on devrait plus partir de leur représentation, ce qu'on essaye de faire, pour ensuite modifier. Mais nous, on a été fabriqués comme ça. On nous a bourré le crâne. Alors, Madame Barrel. Que vous dire? On est encore un peu dans le fil rouge de ce matin, c'est-à-dire que voilà, l'éducation thérapeutique, il y a quand même beaucoup de représentations à changer, beaucoup de choses à faire. Niveau accessibilité, il est vrai que les gros problèmes qu'on va avoir, ça va être la distance. Pour les 3/4 des cas, ça va être ça. Ça va être que ça ne va pas être adapté pour les différentes pathologies. Il y a des personnes, comme on entend dans le témoignage, sur 70 km aller, 70 km retour. Enfin bon, il y a différentes choses. Ensuite, il faut s'adapter à ceux qui sont actifs. C'est pareil, on en est toujours au même point, c'est-à-dire éducation thérapeutique, oui, mais il faut peut-être moduler en fonction des personnes, en fonction des pathologies, actifs, retraités, quitte même aussi personnes handicapées. Enfin voilà, il y a des programmes un peu adaptés, je pense, en fonction du public, toujours pareil. Et puis, faire de l'éducation thérapeutique telle que normalement ça devrait se faire, même si c'est des belles recommandations de l'HAS, mais sur le terrain, malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Pour ma part, et je reviens à mon vécu là personnel, faire un programme d'éducation, enfin un atelier, pardon, diététique, simplement parce que vous êtes en consultation et que la diététicienne arrive en disant il y a un petit atelier éducation thérapeutique diététique, ça vous intéresse? Allez, en un quart d'heure, c'est fait, c'est plié. Vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous avez le temps de rien faire. Ça, c'est une réalité et je ne suis pas la seule à en parler. Donc, voilà, ça, c'est l'actualité. Maintenant, comme on dit souvent, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour que, justement, ce soit accessible à tous? Et aussi, pour le coup, je pense aussi aux ruraux, aux personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer. Est-ce qu'il existerait ou est-ce qu'il serait possible, comme on a vu fut un temps pour d'autres choses, un genre de bus ou de choses qui pourraient être itinérantes? Je ne sais pas si ce sera possible de le mettre en place, mais pour justement peut-être aller chercher, entre guillemets, des patients qui ne pourraient pas se déplacer. Ça, c'est encore d'autres idées. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, quelles seraient les recommandations à mettre en place ou des idées pour qu'on retourne à de l'éducation thérapeutique telle que ça devrait être. Et pas simplement éducation thérapeutique pour éducation thérapeutique et ne rien apprendre au patient et ne rien lui apporter. Excusez-moi, mais quand vous entendez que la dame attend encore sa réponse de la diététicienne, c'est un peu incohérent. C'est un peu incohérent. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, comme on l'a dit d'ailleurs ce matin. Donc, à voir. Quelles recommandations vous auriez pour faire un peu avancer toutes ces choses-là? Qu'est-ce que vous pensez déjà du retour patients qui ont témoigné et même du professionnel de santé qui vous dit qu'ils ont été formatés comme ça? Parce que c'est vrai aussi. Hein. Donc,
Qui voudrait interagir et qui voudrait, à la limite, aurait des idées, aurait des suggestions? Alors, on a Monsieur Canaple qui voudrait prendre la parole. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec Madame. La difficulté, c'est les zones rurales. Parce qu'effectivement, là, il n'y a rien qui existe et tout est loin et compliqué. Donc, effectivement, la suggestion que faisait Madame de prévoir quelque chose d'itinérant est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'en fait, il est quand même plus simple de trimballer un soignant que de demander à de multiples patients de se déplacer. Après, comment ça peut être organisé, ça, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est la question, et les financements, c'est pareil. Je ne sais pas, je lance une idée parmi tant d'autres. Alors, il serait aussi possible de le faire comme on le fait là, à travers des webinaires ou des solutions informatiques, mais la plupart des gens, des patients un peu âgés ou autres, n'ont pas accès à ce type de matériel. Donc, ça reste la quadrature du cercle. Hein. Oui, certains patients avaient justement évoqué la possibilité de faire des séances d'éducation thérapeutique à distance. Après, d'autres avaient aussi évoqué les limites, puisque tout le monde n'est pas non plus équipé du matériel et tout le monde n'a pas une connexion possible pour pouvoir faire des ateliers à distance. Ah, alors on a quand même des personnes qui nous disent quand même l'inverse, ça me soulage, ça me rassure. Madame Lab, du coup, Madame Lab, est-ce que vous êtes là? Vous évoquiez justement les populations rurales. Oui. Je pense qu'on a, malheureusement, le Covid a fait beaucoup de dégâts, mais il aura au moins permis à des populations qui étaient assez éloignées des nouvelles technologies de se les accaparer et d'en faire bon usage. Moi, j'interviens, je suis patiente ressource, mais mon activité est autre. Et il se trouve que je suis en cancérologie et que j'ai travaillé, pendant que j'étais patiente ressource, j'ai lié des relations avec pas mal de patients et on a poursuivi pendant le Covid. Moi, j'ai souhaité maintenir une relation avec elle et j'ai tout simplement fait des ateliers d'activité physique adaptée en visio. J'aurais pu faire bridge, j'aurais pu faire thé ou j'aurais pu faire confiture, c'était pareil. L'idée pour moi à ce moment-là, c'était de tester leur capacité à utiliser ces nouvelles technologies. Je suis partie sur des patientes qui étaient âgées, qui n'avaient pas forcément eu une expérience de ces technologies-là. Honnêtement, nos cours de gym marchent super bien et dès qu'on a passé cette frontière de la peur en jouant une fois, deux fois, trois fois, en faisant des erreurs et surtout en n'étant pas jugé des erreurs qu'on commettait, ça se passe très bien. Après, faire passer des messages d'éducation thérapeutique par autre que faire la gym, c'est autre chose. Cela dit, ça prouve quoi? Ça prouve que sur des populations qui sont a priori distantes de ces nouvelles technologies, on peut rapidement les faire accaparer ces nouvelles technologies. Le deuxième message que ça fait passer, c'est qu'on peut créer du lien avec ces technologies. Et faire l'éducation thérapeutique avec 5-6 personnes en visio, via Teams ou via Zoom, outre les problématiques techniques de la mauvaise réception chez les gens, ça c'est un problème. En plus, je suis creusoise, donc les nouvelles technologies en Creuse, ça je connais, mais là aussi ça progresse. L'idée, c'est que quand vous avez passé cette difficulté-là, par l'expérience, je pense qu'on arrive à prouver que ça marche. Enfin bon, c'est tout un débat. Je sais que ça soulève. Certaines personnes sont persuadées qu'on ne peut pas faire de l'éducation en visio. Malheureux, je pense que si. Je pense qu'il faut adapter et que bon, je suis creusoise, donc vous imaginez bien la population en Creuse. Je peux vous assurer que rural et âgé, pas forcément dire ignorant et incapable de s'adapter aux nouvelles technologies. C'est une boutade, hein, c'est une boutade. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il y a un moment, il faut avancer. Et si on ne peut rien faire d'autre, autant faire ça. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience, en tout cas qui fonctionne, ça fait du bien. Alors, il y avait aussi Madame Sauty qui parlait justement de tenir compte des besoins des patients. Je ne sais pas si je sais que vous aviez des problèmes de connexion de votre caméra, mais peut-être que vous pouvez parler sans mettre la caméra. Oui, vous m'entendez? Parfait. Oui, super. Alors, si la caméra ne marche pas, au moins le son marche. Oui, il me paraissait, ça me paraît être un problème intéressant et important parce qu'effectivement, quand on est dans la construction d'un programme d'ETP, on pense souvent au contenu, on pense souvent à la façon dont on va faire venir les personnes, mais au final, on finit peut-être par oublier comment on va répondre aux besoins des personnes qui sont là. Et souvent, des échanges que j'ai pu avoir avec des patients, on se rend compte que bien souvent, c'est le fait que
on n'est pas répondu à leurs attentes, qui les incite aussi à ne plus suivre de séances de TP. Donc je pense qu'il est important de le garder en mémoire pour pouvoir être toujours dans cette posture d'avoir quelque chose qui soit vraiment perçu comme une aide supplémentaire, un accompagnement supplémentaire pour des patients. Voilà, c'est pour ça qu'il me paraissait important de le noter pour le garder bien en mémoire. Je vois dans votre commentaire que la passivité qui a été évoquée dans le cadre justement de ces entretiens, ça a l'air de vous avoir interpellé. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai eu des expériences personnelles en ETP et à vrai dire, je suis patiente expert. Je travaille avec un groupe de patients experts qui ont été formés à l'Université de Marseille et c'est effectivement une problématique à laquelle on est très vigilant. C'est qu'effectivement, les expériences qu'on a pu avoir de l'ETP nous ont mis soit dans des situations où on venait à une séance d'ETP après avoir fait une distance géographique qui n'était pas négligeable, dans un état qui n'était pas toujours adapté, pour vivre quelque chose qui était un peu un enseignement. Les personnes parlaient de se retrouver à l'école, et c'est vrai que si on fait ça, honnêtement, je pense que le retour que l'on peut avoir sur ces ateliers n'est pas du tout positif. D'autre part, donc j'ai la parole, j'en profite, il y a un autre point qui est important aussi, c'est que dans un programme d'éducation thérapeutique, il y a parfois une progression. Je vous avoue que la toute première fois que j'ai fait une séance d'éducation thérapeutique, le premier atelier auquel on m'a convié, c'était un atelier sur les comorbidités. Alors, de façon abrupte, on ne le dit pas très bien. Hein. D'autre part, effectivement, j'étais au début de ma maladie et j'ai été confrontée à une réalité que je n'avais pas encore anticipée, hein, puisque j'étais au début de la maladie. Et quelque part, ça m'avait projeté dans un avenir qui n'était vraiment pas très joyeux. Et ça refroidit. Il faut être très motivé pour venir au cours suivant. Donc voilà, cette idée de s'adapter aux besoins de la personne reste quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de construire des programmes de TP. C'est vrai que parfois, c'est ce que je vous dis, on est un peu le nez sur le guidon, donc on oublie un petit peu ces aspects-là. Mais il faut garder cette hauteur pour vraiment se dire qu'on est là pour répondre à des besoins spécifiques, précis, personnels parfois, des patients et qu'il faut le garder vraiment en mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui est riche. Madame Guidoum, pardon, voulait prendre la parole également. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Parfait. Je vous entends. Bonjour. Alors moi, je suis présidente d'une association d'accompagnement des personnes obèses et en surpoids à Glazé dans le Rhône. Je suis également vice-présidente de la Ligue nationale contre l'obésité. Je suis patient expert et là, je passe un DU cette année en éducation thérapeutique à Montpellier. Ce que je voulais vous dire, c'est que, alors nous, on a mis en place en fait de la visioconférence dans le cadre d'Équilibre et moi, donc c'est notre petite association locale. Et figurez-vous que nous avons perdu la moitié de nos adhérents. Les adhérents ont du mal à suivre, par exemple, je ne sais pas, une action, une activité en visioconférence. De les avoir en présentiel, en tout cas, ça fonctionne mieux chez nous. Alors, on est une association, on a 60 adhérents environ. Eh bien, la visio, c'est peut-être pas trop leur truc. Hein. Comme solution, moi, je pense qu'il faut vraiment rassembler tous les acteurs autour justement d'un programme d'éducation thérapeutique et de faire en sorte qu'on puisse créer plusieurs points de chute, c'est-à-dire de faire une action, par exemple, dans une association, une autre action à l'hôpital, une autre action, de façon à ce que ça soit beaucoup plus simple pour les uns et pour les autres. Si c'est plus facile de faire 5 km de moins et donc de faire une activité dans un local d'une association, pourquoi pas, par exemple, voyez, voilà, je voyais plutôt les choses comme ça, moi. Ben, c'est très riche, en effet, c'est intéressant. Du coup, il y a beaucoup de commentaires qui défilent. Monsieur Favert, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, qui disait qu'effectivement, il serait intéressant de s'appuyer sur les associations de patients dès la construction pour co-construire les programmes. C'est un peu ce que disait Madame Guidoum, excusez-moi. Monsieur Faverge.
Oui, donc bonjour, Benoît Favert, je suis chargé de mission à France Asso Santé Grand Est. Oui, nous on travaille donc on représente à peu près 85 associations de patients et on travaille avec la région et l'agence régionale de santé principalement à faire en sorte que les associations de patients soient incluses dès la construction des programmes pour que justement les besoins des patients soient déjà un peu préconstruits, pré-mâchés dès la construction et que ça puisse s'adapter aux besoins de ces patients-là, sachant que derrière, il y a le bilan éducatif partagé qui doit être fait et qui doit aussi servir à s'adapter aux problématiques des patients qui seront inclus dans les programmes. Alors, Monsieur Favert, j'aurais une question parce que du coup, Oui. c'est très intéressant. Comment a pu se faire justement cette rencontre entre France Asso Santé et l'ARS pour mettre en place cette initiative-là? Alors, nous, comme je le disais, on regroupe à peu près 85 associations de patients. Et donc, dans le cadre de nos missions, on travaille avec ces associations de patients pour définir des priorités de travail. Et c'est avec ces patients-là qu'on a commencé à travailler sur l'ETP et donc à identifier qu'il y avait des problématiques sur l'inclusion des associations dans les programmes ETP. Et l'une de nos missions est aussi d'aller faire des plaidoyers auprès des instances décisionnelles. Et donc, suite à ça, on est allé voir l'ARS et on a échangé avec eux sur cette thématique-là, ce qui nous a permis de travailler sur le dossier de dépôt des programmes ETP en région Grand Est, qui maintenant tente en tout cas de favoriser l'inclusion des associations de patients. Je me fais le relais de Madame Gaillard, mais qui, je crois, peut-être a eu un problème de connexion, je ne sais pas, qui a quitté ou qui reviendra dans la réunion en disant, peut-être aussi pour vous, Monsieur Faverge, qu'il est compliqué pour les professionnels de repérer des patients partenaires ou qui peuvent avoir un profil pour collaborer. En tout cas, Madame Gaillard, qui est médecin généraliste, témoigne de cette difficulté à travailler finalement avec les patients. Donc, c'est le travail que vous faites, vous, avec les associations de patients. Effectivement, c'est une des problématiques qu'on a bien en tête. On en a reparlé d'ailleurs très récemment lors d'une soirée faite par l'espace ressources en ETP. Donc nous, au niveau de notre association, en 2019, on a essayé de recenser justement les patients experts présents sur la région. Et ce qui nous permet, notamment avec l'agence, lorsqu'elle reçoit des programmes où il n'y a pas d'association de patients désignés, de réorienter les professionnels vers les associations en question pour qu'ils puissent essayer de prendre contact et voir s'il y a un partenariat qui peut se mettre en place. Évidemment, après, il y a toutes les problématiques de bénévoles disponibles, de temps, etc., etc. Très bien, merci beaucoup. On avait aussi Madame Lab qui évoquait le contenu, le séquençage des ateliers adaptés au parcours de soins. Je pense que ça fait aussi beaucoup référence à l'atelier qu'on avait eu ce matin, justement, sur ce bilan éducatif partagé qui doit permettre de construire un programme personnalisé pour les personnes et du coup adapté. Alors, je ne sais pas, Madame Lab, si vous souhaitez intervenir dessus ou est-ce que vous êtes là ? Oui, non, l'idée c'était pour rebondir sur une remarque qui avait été faite, effectivement, où un patient tout à l'heure, à juste titre, indiquait qu'elle avait eu 2 jours de formation, puis après plus rien, et puis qu'elle s'était retrouvée toute seule dans la mouise. L'idée, effectivement, moi, quand j'étais patiente et que j'ai suivi le parcours d'éducation thérapeutique, ce que j'avais apprécié dans celui que j'avais suivi, justement, c'est qu'il y avait un séquençage et que les séances arrivaient au bon moment, au moment où les problématiques se posaient pour le patient. Alors, sans cancérologie, c'est peut-être plus facile d'identifier les étapes, mais l'idée, c'était ça. Il faut que la séance arrive au bon moment de la problématique du patient. Et donc, il faut être vigilant, effectivement, sur ces aspects de séquençage. Et du coup, j'y reviens. L'outil numérique peut être un outil propice à ce moment-là, puisque ça permettrait aussi de faire du suivi à distance et intervenir au moment où le patient a besoin qu'on intervienne. Pour toujours garder du lien. La problématique majeure, c'est celle du lien, en fait. Très bien, d'accord. On a des questions autour d'une charte ou d'un cadre, notamment éthique, dans le cadre du partenariat avec les patients. Et M. Sagnier nous mettait un lien dans le chat sur une méthodologie qui a été décrite en 2014 pour repérer les patients avec qui collaborer. Je ne sais pas si M. Sagnier souhaite prendre la parole par rapport à cette méthodologie et à cette ressource.
Voilà, je me suis trompé dans le bonjour à tous. Oui, c'est un travail en fait qui a été fait en 2014 au ministère de la Santé avec 9 associations sur justement la méthodologie d'inclusion des patients intervenant dans le domaine de l'éducation thérapeutique et qui peut être qui peut donner plein d'enseignements justement sur la manière de faire, puisque c'était une des questions qui était abordée. Avec il y a à la fois de l'ordre du prérequis, et puis il y a aussi de l'ordre de la formation des patients intervenants. Il y a aussi la manière dont les patients et les équipes sont co-choisis. Un des éléments, par exemple, dans le domaine des maladies hémorragiques rares, nous, on fait ça, c'est que c'est à la fois l'équipe qui propose un patient intervenant qui pourrait faire une formation à l'éducation thérapeutique, et c'est aussi l'association. Il faut que le patient puisse, au fond, travailler facilement avec l'équipe, qu'il ne soit pas en opposition, qu'il soit pas en… Voilà, et parallèlement, adhère aux valeurs associatives qui sont les nôtres. Et généralement, ça donne un bon mix, ce co-choix, parce que ça permet du coup j'allais dire, entre guillemets, de responsabiliser les uns et les autres et de savoir que les uns et les autres seront soutenus à la fois dans le cadre de l'équipe, mais aussi par le mouvement associatif. Donc, ça donne c'est un bon moyen, je trouve, et le document est plutôt assez bien fait, et notamment pour les interviews, par exemple, des futurs patients intervenants, les points qu'il faut regarder sur des enjeux autour de l'altruisme, être à l'aise avec son traitement, sur des modes de communication. Ce ne sont pas des super patients puisqu'ils ont vocation à être formés et qui sont déjà dans ça permet d'avoir une réflexion croisée au fond sur les candidats à des formations ou candidats à l'intervention pour intervenir dans des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sagnier, de cette intervention et de ce rappel justement de ce cadre-là. Donc, on a même des personnes qui vous redemandent le lien du coup de ce cadre. Merci Aurélie de l'a rajouté. Petite question, alors il y a plusieurs commentaires justement et on a un médecin qui évoque justement Madame Gaillard, alors, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, donc qui est médecin généraliste, qui évoquait justement le fait qu'elle reconnaît complètement ce partenariat-là, mais qui n'était pas non plus simple d'intervenir auprès des autres professionnels. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je ne sais pas si ça va durer par contre. Vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Alors, rapidement, en fait, je suis médecin généraliste, mais donc je suis active aussi en libéral puisque j'ai créé avec d'autres libéraux une association qui s'appelle T-Mobile ETP pour justement répondre aux besoins des libéraux pour aider à mettre en place une activité d'éducation thérapeutique, mais plutôt orienté vers des structures qui ont déjà un projet de santé dans lequel on peut avoir un mode de financement. Donc ça, c'est un fléchage financement parce qu'en libéral, sinon, c'est très difficile. Mais j'ai un versant aussi hospitalier comme médecin coordonnateur de l'UTET, donc l'unité transversale d'éducation thérapeutique. Et depuis donc qu'on a vu arriver la nouvelle certification, où le fameux partenariat patient est mis en avant, j'ai rebondi là-dessus pour aider les équipes déjà formées à l'ETP à vraiment embrayer sur ce partenariat en pratique. Parce que l'état des lieux montre que globalement, on fait appel à un patient au moment de l'évaluation. Dans un atelier, on trouve que ça ferait bien, mais c'est pas co-construit. Il n'y a que 2 programmes sur 16 où il y a une co-construction du début à la fin. Pour les patients stomisés, par exemple, où la plus-value, elle est mise en évidence d'une manière vraiment importante parce que le patient, il va parler de son vécu avec sa poche, il voyage, il va se baigner, donc ça a beaucoup de sens. Mais dans les autres pathologies, on a l'impression que les professionnels, même formés aux 40 heures, il faut continuer à leur démontrer la plus-value. Et du coup, pour la certification, on a essayé de monter un groupe de travail avec des représentants d'associations présents sur l'hôpital de Vannes et des représentants professionnels de santé. La direction nous soutient dans cette démarche et l'idée, c'est d'arriver
à créer une charte éthique dont je parlais tout à l'heure, pour qu'il y ait un profil de patient, parce que beaucoup de professionnels sont réticents parce qu'ils ont des mauvaises expériences parfois. Le patient, il prend trop de place ou alors il est trop libre dans son discours. Il n'y a pas de préparation. En fait, le cadre n'est pas posé bien comme il faut. Et c'est pas forcément de la faute du patient, mais c'est parce qu'on ne sait pas comment bien travailler ensemble en collaboration. Et puis, il y a aussi un travail à faire d'enquête auprès des équipes pour repérer quels sont leurs freins à pleinement investir ce partenariat. Et donc la certification, encore une fois, dans les hôpitaux, ça peut être quand même l'occasion de rebondir là-dessus et de développer ce partenariat, en particulier en éducation thérapeutique. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que il y a du travail et comment stratégiquement on s'y prend pour justement accompagner ce changement de pratique, parce qu'il faut voir que les professionnels libéraux, ils n'ont pas eu forcément une formation initiale non plus qui les préparait à ça. Donc je pense qu'il y a aussi cet axe de travail au niveau formation initiale, et on voit au niveau des IFSI, donc les instituts de formation des soins infirmiers, il y a maintenant cette approche-là des maladies chroniques, du patient chronique. Donc ça c'est un plus, et certaines facultés de médecine s'y mettent aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge, mais ça frémit quoi. C'est pas encore vraiment du gros bouillon. Donc voilà ce que je voulais dire. Sandrine, ton micro est désactivé. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça rejoint ce qui est évoqué justement dans le chat par Madame Niklaus, je crois, Webel, qui est travailleur social et qui est aussi ergothérapeute, déléguée régionale de AFA-Crohn, qui évoquait justement, quand on parle d'inclusion des patients dans les programmes d'éducation thérapeutique par l'ARS, qu'est-ce qu'on entend derrière? Est-ce que c'est vraiment dans la co-construction? Est-ce que c'est juste dans l'animation? Alors, je ne sais pas si elle souhaite rebondir sur justement ce qu'elle avait mis dans les commentaires. Oui, alors effectivement, le patient, je pense, doit être intégré dans le programme, que ça soit autant dans sa co-construction que son animation, puis l'évaluation, dans les 3 domaines en fait. Si on veut rejoindre au plus près les besoins des patients, il faut absolument que les patients soient intégrés dans le dispositif. Sinon, le risque, c'est de taper à côté et puis de revenir à des discours descendants, des cours magistraux où on essaye d'apprendre des choses aux patients, mais on ne cherche pas à développer leurs propres ressources personnelles pour améliorer leur qualité de vie avec leur pathologie. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important peut-être de redéfinir en effet ce qu'on entendait par implication et de co-construction dans un programme d'éducation thérapeutique, qu'on ne se situe pas juste dans l'animation, l'intervention dans une séance, mais c'est bien plus large et beaucoup plus conséquent, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin dans cette construction, en effet, quoi. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous évoquiez, Madame Gaillard, sur cette notion justement de charte éthique, d'accompagner à la fois les professionnels et accompagner les patients dans ce partenariat-là, parce qu'on voit bien que c'est pas simple, que c'est nouveau, ça se construit petit à petit. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent rebondir justement sur ce partenariat, sur peut-être les éléments importants dans cette co-construction ensemble. Monsieur Sagnier voulait prendre la parole sur la question de la co-construction. Parfait. Oui, merci. Juste peut-être pour vous décrire peut-être un modus operandi, ce qu'on a fait dans le domaine des maladies hémorragiques rares. Au moment de la construction de programmes d'éducation thérapeutique, que ce soit pour l'hémophilie sévère, mineure, c'est-à-dire forme légère de la pathologie, ou les maladies de Willebrand, ou les pathologies plaquettaires, en fait, on faisait un double niveau d'intervention, c'est-à-dire qu'au moment de la construction des programmes, on réunissait les professionnels de santé interdisciplinaires, c'est-à-dire médecins, infirmières, kinésithérapeutes, s'il le fallait, psychologues même parfois, des patients ressources formés par l'association, du domaine ou hors du domaine des pathologies en question, c'est-à-dire quelqu'un est atteint d'hémophilie et formé patient ressources, mais participant au travail sur les pathologies plaquettaires, par exemple, et des patients, j'allais dire lambda, qui intégraient le travail de co-construction commun.
C'était des groupes qui se passaient au niveau national. Alors, on est une pathologie rare, donc ça s'explique aussi pour cela. Mais je pense que le double intervention à la fois de patients ressources formés à l'ETP et des patients eux-mêmes permet de mieux caractériser sans aucun doute les besoins, parce qu'ils se recoupent entre pathologies, évidemment, et aussi permet d'instaurer peut-être un débat et un travail plus égalitaire, parce que des patients, entre guillemets, c'est pas lambda est le mauvais terme, mais non formés à l'ETP, pourraient, même si le cadre est posé et bienveillant, etc., pourraient pas forcément oser, j'allais dire, exprimer tout ce qu'ils souhaitent. Et des patients ressources un peu plus aguerris, au dialogue avec les professionnels de santé, peuvent soutenir ça. Alors, on n'a pas eu besoin de charte, en l'occurrence, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est posé dans le cadre de la filière maladie hémorragique rare, où il est prévu que justement il y ait un travail sur la mise en place de ces programmes posés entre professionnels de santé et mouvements associatifs dès le départ, et avec une spécialiste de l'éducation thérapeutique qui conduit ces travaux. Donc, c'est vrai que c'est un cadre un peu privilégié, j'ai bien conscience, et très facilitant. J'aurais plutôt tendance à dire que là, les UTEP, les unités transversales d'éducation thérapeutique, ou les pôles de ressources, ou les IREPS, quand elles sont présentes sur ces sujets-là, peuvent accompagner justement les équipes et jouer ce tiers, entre guillemets, de confiance dans lequel, du point de vue scientifique, à la fois les patients, le groupe patient et le groupe professionnel de santé place sa confiance, j'allais dire, pour mener les travaux. Ce tiers, à mon avis, est un élément important dans la construction parce que ça permet d'éviter les potentiels écueils que vous avez évoqués, hein, des patients qui prendraient trop de place ou des professionnels qui seraient uniquement focalisés sur leurs objectifs pédagogiques, très sur les compétences de sécurité, voilà. Et donc, je pense que le tiers de confiance, il facilite. Alors, c'est peut-être de l'éducation thérapeutique, de la conception de programmes d'éducation thérapeutique pour riches, mais je pense que la méthode avec un tiers permet et puis les structures existantes, IREPS, pôle et UTEP, permettent de faire ça, ou même des associations, comme l'a indiqué le médecin généraliste tout à l'heure, la docteur, la médecin généraliste, je dois dire, l'a indiqué tout à l'heure, peuvent soutenir ce type d'initiative. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Canaple, vous vouliez intervenir quand vous mettiez dans le chat, pour ma part, je ne comprends pas le frein à la participation pour la co-construction. Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Oui, tout à fait. Pour ma part, j'ai commencé le TP au moment où elle commençait à se mettre en place, ça fait déjà un petit moment. Et la difficulté qu'on a eue au départ, c'est à faire comprendre aux équipes soignantes l'intérêt de ce qu'on pouvait apporter et le fait qu'on était très respectueux des savoirs médicaux et qu'on ne mélangeait pas les choses. Et progressivement, on a réussi à démontrer notre utilité dans le cadre du système. C'est pour ça que je ne comprends pas les freins actuels qui restent, qui font que les équipes de soignantes, quand elles construisent un programme, ne nous sollicitent pas davantage. Alors qu'en fait, ça ne leur retire rien, mais par contre, ça pourrait leur amener un plus. Mais le frein-là reste évident. Et en fait, quand on regarde, il y a très très peu de programmes qui intègrent les patients dès l'origine, et je trouve ça terriblement dommageable. Alors, Madame Guiton, vous voulez prendre la parole? Oui, ce que je voulais dire, je voulais répondre à François. Et comme d'habitude, en fait, le savoir expérientiel du patient n'est jamais pris au sérieux. En fait, il n'y a que le savoir médical, le savoir du médecin qui est toujours pris en compte. Mais ça a toujours été comme ça, en fait. Hein. Le médecin, c'est celui qu'on écoute, c'est celui, voilà, on va suivre ses conseils, mais voilà, le patient, il y a encore ce lien paternaliste, en fait, qui existe encore malheureusement. Alors, ceci dit, pour compléter, pour ma part, j'interviens, je représente les usagers à l'ARS dans le cadre d'un COPIL pour la mise en place
du dépistage du diabète dans le cadre des officines où il y a toute une expérimentation qui est faite. Et on se retrouve avec le même problème à l'ARS. Bon, on est là parce qu'on sent bien qu'on est nécessaire, mais quelque part, il y a quand même un entre-soi qui s'installe dans les équipes médicales, avec l'ARS, avec tout ça. Et les patients, bon, on sent bien qu'on est là, mais qu'on est strictement spectateur. Je ne suis pas sûr que même quand on s'exprime, on nous entend. Je suis pas sûr, on nous écoute plus exactement, mais je ne suis pas sûr qu'on nous entende. Moi, je voudrais aussi revenir sur un sujet qui a été évoqué dans les entretiens. Cette problématique justement d'accessibilité, cette problématique de déplacement pour certains qui sont assez conséquents. Certains ont évoqué 70 km, d'autres ont évoqué les problèmes de coûts, des coûts de parking, l'absence de parking, de stationnement. Alors là, j'invite un peu, si on a des professionnels qui mettent en place ces programmes d'éducation thérapeutique, c'est une question naïve que je vais vous poser, mais je voulais savoir comment se fait-il, puisque Mme Gaillard nous l'évoquait, comment se fait-il en fait que du coup les programmes d'éducation thérapeutique ne soient pas délocalisés en fait sur le territoire et au plus près peut-être des habitants? Alors qu'est-ce qui freine à cette délocalisation pour être au plus près et peut-être éviter justement ces problématiques d'accessibilité? Alors on a eu déjà des pistes, en effet proposer un ETP à distance, mais c'est vrai que Madame Gaillard, je crois tout à l'heure, évoquait la possibilité de délocaliser. Alors moi, je vous interroge, est-ce que c'est possible, pas possible, de délocaliser justement ces séances au plus près? Alors, quelqu'un, c'est Mireille. Mireille, du coup, qui est Madame Niclose? Oui, je suis surtout patiente experte à cette heure-ci. Je suis affiliée à l'association AFA-Crohn-RCH France et il se trouve que moi je connais beaucoup de programmes, beaucoup, en rhumato notamment, des programmes de TP qui se font dans des salles communales. Les associations sollicitent les maires des communes pour obtenir gracieusement une salle communale et du coup le TP est délocalisé et les patients sont ravis de ne pas retourner à l'hôpital parce qu'ils vont à l'hôpital déjà pour leurs consultations, leurs examens complémentaires, etc. Donc, ils en ont ras-le-bol. Et le fait d'aller dans leur village ou le village voisin, c'est quand même plus sympa. Oui, complètement. Je vous rejoins. On avait même des patients qui évoquaient en disant « j'ai l'impression de vivre à l'hôpital. J'y vais tellement pour des consultations, pour des examens et en plus pour les séances. Ma vie est à l'hôpital. » Alors, on a aussi Monsieur Faverge, justement, de France Asso Santé, qui nous évoquait aussi dans le chat la possibilité peut-être de ces nouveaux modes d'exercice coordonnés, de ces structures-là, de ces PTS ou maisons santé pluriprofessionnelle. Peut-être aborder un peu ce sujet-là, Monsieur Faverge? Oui, non, c'est juste une idée, puisque les professionnels de santé sont regroupés dans ces différents niveaux de structure, que ce soit les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé ou les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires. Ça pourrait être des endroits où les professionnels se regroupent pour proposer de l'ETP de proximité. Après, ce n'est qu'une idée. Oui. Très bien. Si je peux demander la parole, en fait, docteur Gaillard, il faut savoir quand même que globalement, les structures de santé, elles arrivent quand même à porter des activités d'éducation thérapeutique, que ce soit des programmes ou que ce soit des actions ciblées. Mais concrètement, pour certains professionnels, c'est une voie pour accéder à une activité de TP financée. Donc ça, effectivement, en Bretagne, en tout cas, puisque moi je suis en Bretagne, je peux vous dire que globalement, beaucoup de structures ont cette idée de se rassembler dans ce genre de statut pour pouvoir justement mettre en place une activité de TP. Mais si on rejoint l'idée du partenariat, là encore, ça va être un peu difficile de repérer des patients qui pourront peut-être justement intégrer cette structure, alors que c'est tout à fait possible. Et après, par contre, il faut formaliser des protocoles pluriprofessionnels où le patient a toute sa place, ou l'usager, mais c'est encore des choses qui sont timides aussi. Mais encore une fois, c'est vrai, c'est quelque chose qui va donner, à mon avis, de l'élan à l'éducation thérapeutique en ville, en tout cas. Et est-ce que le fait, Madame Gaillard, justement, parce que du coup, on profite d'avoir un médecin, est-ce que le fait, justement, de peut-être s'appuyer sur ces nouveaux modes d'exercice,
ça pourrait permettre aussi peut-être de mieux inclure la place du médecin dans ces programmes d'éducation thérapeutique et peut-être de mieux faire comprendre aux médecins ce que ces programmes d'éducation thérapeutique apportent. Alors, je vais vous faire un retour sur l'expérimentation T-Mobile ETP. Tout à l'heure, je vous parlais d'un projet porté par une équipe de libéraux. Donc, étant avec une place un peu privilégiée à l'hôpital, j'étais référencée comme médecin coordonnateur d'une activité d'éducation thérapeutique et des libéraux m'ont contacté. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis, mais on ne travaillait pas du tout ensemble. Et on a eu ce projet de construire une équipe mobile d'appui en éducation thérapeutique, justement, pour aller sur des territoires en zone sous-dotée. Parce que le but, c'était vraiment d'aller aussi en soutien pour pouvoir aider à développer une activité au plus près du lieu de vie de certains patients qui étaient souvent précaires, aider des professionnels qui étaient un peu la tête sous l'eau dans leur exercice habituel et acculturer justement à cette approche des patients chroniques en proposant des séances collectives, quelque chose qui soit innovant. La seule chose, c'est qu'on s'est confronté à la difficulté de la formation de ces professionnels, parce que partir 6 jours pour se former aux 40 heures qui sont une obligation lorsqu'on veut être reconnu par l'ARS, donc c'était difficile. Donc on a quand même réussi à organiser un séminaire de 2 fois 3 jours avec l'AFDET sur le site du pôle et la maison de santé. Et on a aussi le problème d'acculturation de la population rurale. C'est-à-dire que se retrouver avec d'autres patients qu'on peut peut-être connaître de notre bassin de vie, eh ben, c'est une problématique pour certains patients. Donc en fait, on apportait un soutien et on s'est confronté à des difficultés aussi bien sur le versant professionnel que le versant populationnel. Mais malgré tout, l'idée c'était aussi, quand on parle d'éducation thérapeutique, on parle de l'environnement du patient. On ne s'arrête pas qu'au côté sanitaire et ça nous a permis, en tout cas, bon, moi j'avais cette notion qu'il fallait travailler aussi beaucoup avec les acteurs médico-sociaux, le tissu associatif et les collectivités locales. Donc on a essayé de développer quelque chose autour de la santé et on ne restait pas que entre nous du sanitaire. Mais c'est pareil, les professionnels de santé, ils n'ont pas l'habitude de travailler avec des personnes du médico-social. Et il y a une infirmière, une assistante sociale sur le secteur du Centre-Bretagne qui se sont emparées de l'éducation thérapeutique, qui ont demandé au Conseil général de se former et qui, elles, orchestrent aussi des ateliers pour certains patients précaires qu'elles connaissent bien. Mais moi, ce que je retiens de cette expérimentation, c'est qu'on a bougé les lignes quand même. Les médecins généralistes, souvent, ils bottent en touche en laissant les autres paramédicaux faire cette éducation thérapeutique parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le temps. Et quand j'ai ce genre de réponse, je leur dis, mais vous n'êtes pas obligé d'animer un atelier de groupe, mais dans le colloque singulier, la consultation, est-ce que simplement vous ne pourriez pas répondre plutôt à la question, ce patient, il a besoin de quoi? Quelle est sa problématique? C'est pas que renouveler les médicaments. Peut-être que lui, il est comprimé. Il n'aime pas prendre tous ces comprimés. Et comment on peut arriver, simplement en un quart d'heure, à discuter avec lui et avoir des petits objectifs réalisables pour que le patient, il s'investisse un peu plus et il comprenne que c'est pour lui, ce traitement. Mais après, il faut entendre les difficultés qu'il a, par exemple, à prendre ses médicaments, à changer son mode alimentaire. Mais c'est des petites choses, des petits cailloux tout simples qu'un médecin généraliste peut faire. C'est juste une autre façon d'entrer en relation avec les patients. Et c'est vrai que les médecins, je vais dire, d'une certaine génération, ils ont un exercice qui a toujours été ancré sur le côté paternaliste, comme vous disiez, et je pense que c'est difficile pour eux de faire un revirement, de se dire, bon, je vais laisser parler le patient de ses problèmes, et puis on va voir ce qui est essentiel pour lui, et moi, je vais ajuster après ce que je dois faire dans mon savoir médical. Et ça, par contre, on faisait en parallèle des petits ateliers pédagogiques où on proposait à 4-5 professionnels qui étaient désireux de venir passer 2 heures sur ce que c'était que justement la posture éducative et comment justement on devait apprendre à davantage écouter le patient et lui ce qu'il avait envie de faire. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à faire, hein. Et il faut accepter que ça chemine doucement, mais on sème des petites graines. Donc voilà, et cette expérimentation a été financée en fait par l'ARS parce qu'on avait répondu à l'appel à projet innovation organisationnelle. Voilà. Mais
moi, j'y crois beaucoup à l'éducation thérapeutique en ville, parce que c'est là où vit le patient, c'est pas à l'hôpital. Et puis, il y a tout un tissu d'intervenants qui sont des relais potentiels. Il faut apprendre à travailler ensemble. C'est pour ça que les structures de santé, elles ont vocation à s'ouvrir aux autres intervenants. Mais tous les professionnels de santé n'investissent pas ces champs-là. Donc, il y a des futurs coordonnateurs aussi qui sont formés. À Rennes, par exemple, on a l'école des hautes études de santé publique, notre Union régionale professionnelle de santé libéraux, l'ARS qui finance, et il y a une promotion d'une quinzaine, vingtaine de coordonnateurs futurs, et on essaie justement d'avoir cette approche-là sur la santé, et pas simplement sur le sanitaire. Donc, il y a quand même des choses qui évoluent. Voilà. Merci. Sur la question de la posture, dans le chat, beaucoup de choses, effectivement. Madame Nikos Webel, Mireille, qui dit c'est une question de posture où la symétrie devait être gommée. Monsieur Canap qui réagit en disant attention au terme. Et comment, effectivement, on redonne une vraie place aux patients. Et Madame Barrel, vous dites c'est une nouvelle méthode de travail. Donc, il y a la question de l'approche des professionnels. Je ne sais pas si... Madame Niclose, Monsieur Canap, vous voulez ajouter quelque chose à ce qui a été dit sur cette question de posture et d'asymétrie qui devrait être gommée? Oui, disons que, enfin moi je suis surtout intervenu par rapport au terme. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'inculturation au niveau de la zone rurale, mais rien que le fait de le dire pose quand même problème. Disons qu'il y a peut-être un manque d'accès à certaines technologies et peut-être un certain retard sur certains points. Mais il faut faire quand même attention parce que quand on dit inculturation, c'est quand même très dur. Donc, moi je dis les termes sont importants, donc essayons de trouver les bons et ne stigmatisons pas. Juste de dire, le terme que j'ai employé, c'est pas inculturation, c'est acculturation. Alors, excusez-moi, ça doit être les atteintes de l'âge et un problème d'oreille. Donc, acculturation, ça veut dire accompagner pour avoir une nouvelle culture. Donc, ça demande du temps pour assimiler quelque chose de nouveau. Donc, c'est ce terme-là que j'ai employé. D'accord, merci. C'est moi qui avais mal compris. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que le son est compliqué, mais bon, on fait... ça, c'est des problèmes de flux. Je voulais acculturation, voilà, la remise. Je voulais revenir justement aussi sur ce que vous disiez, donc la possibilité peut-être de faire ces ateliers en ville. Il y a aussi quelque chose que vous avez évoqué et qui était aussi évoqué durant les ateliers, c'était la problématique de toucher des publics vulnérables. Actuellement, on se rend compte que dans certains programmes d'éducation thérapeutique, vous avez évoqué les publics précaires, mais les publics en situation de handicap ou d'autres publics, on les voit moins dans ces programmes d'éducation thérapeutique. Alors la grande question, c'est que faut-il faire pour essayer d'aller toucher un peu plus ces publics qui ont l'air d'être loin de l'éducation thérapeutique du patient? Je ne sais pas, je vous le jette cette question-là. Est-ce qu'il y en a qui ont envie d'interagir par rapport à ça? Oui. Alors, monsieur Troche. C'est toujours le même. Excuse vraiment la prononciation de votre nom. Pas de problème. Alors, je vais vous faire part un petit peu d'une expérience, enfin d'une expérience qu'on est en train de mener dans le Bas-Rhin. Alors, ça n'a pas vraiment pas vraiment lien avec avec le TP, quoique. Je participe en fait à un groupe comment ça s'appelle, pardon. Alors, de permanence téléphonique à destination des travailleurs sociaux. Donc, en lien avec la population précaire. Donc là, en ce moment, on est très sollicité, comme vous pouvez vous en douter, par le Covid. Mais en fait, on agit en fait en termes de un petit peu comme une plateforme territoriale d'appui, à savoir qu'on va actionner un petit peu nos réseaux pour mettre en relation les travailleurs sociaux qui rencontrent on va dire des situations complexes de soins
pour simplement les rapprocher, rapprocher les personnes du monde médical pour justement favoriser l'accès aux soins ou favoriser, on va dire, une prise en charge un peu plus rapide. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est qu'on intervient également au niveau des structures d'accueil pour justement parler de problématiques de santé. Dans un premier temps, effectivement, on va dire notre produit d'appel, ce sont les gestes barrières parce que c'est un petit peu la mode en ce moment. Mais l'idée est de pérenniser justement nos interventions pour répondre à des questions que les personnes en situation de précarité peuvent se poser et du coup contribuer, on va dire, à leur santé. Alors, bien évidemment, l'idée étant de pérenniser et on va dire, de faire des interventions le plus régulièrement possible pour que justement un dialogue puisse se mettre en place et pourquoi pas derrière entamer des actions d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous sentez du coup qu'il y a du répondant, que vous voyez des résultats ou... Alors déjà ça fait une dizaine d'années que les travailleurs sociaux étaient en attente de ce type de programme. Alors une attente, le retour, alors c'est toujours un petit peu particulier avec la population précaire, étant donné que eux gèrent un petit peu, on va dire, leur santé au coup par coup et on va dire de manière assez immédiate. C'est-à-dire que voilà, j'ai un problème, il faut me le régler immédiatement. Et la notion même de parcours de soins, enfin, ils en sont, pour beaucoup, ils en sont très loin. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce travail également d'éducation, de médiation à la santé. C'est pour ça d'ailleurs on a réussi à embaucher une médiatrice en santé justement pour établir justement des programmes pour essayer justement de trouver un moyen de fidéliser entre guillemets ou de pérenniser nos actions par rapport à ça et de faciliter justement, de répondre aussi à ce besoin de rapprochement aux soins. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vrai que cette notion de médiateur santé, on l'entend beaucoup actuellement, elle a différents noms, médiateur santé, médiateur pair, médiateur intervenant en santé publique, enfin différentes choses. Est-ce que vous avez le sentiment que cette nouvelle fonctionnalité médiateur santé permet d'aller au plus près de ces publics et justement de faire vraiment le lien avec ces programmes, les professionnels? Je dirais que ça rajoute une interface, on va dire. En tout cas, il y a des réseaux. Les médiateurs santé ont des réseaux que n'ont pas forcément le personnel soignant et que n'ont pas forcément les travailleurs sociaux. En tout cas, comme dit, ça rajoute peut-être effectivement un intermédiaire, mais cette fonction-là, je pense, a vraiment un réel intérêt parce que là, elle permet de faire le lien justement entre le médical et le social. On a souvent du mal justement à faire le lien, quoi, justement. Parce qu'il y a un petit peu des couches, on va dire, on essaye de répondre à des mêmes besoins et suivant les on va dire, les sources de financement, du coup, il y a des programmes qui se superposent et qui répondent finalement aux mêmes besoins. Monsieur Sagnier voulait compléter, pardon Sandrine, excuse-moi, voulait compléter la parole sur la question de la médiation. Oui, je pense que c'est l'apparition, au fond, à la fois de nouveaux métiers, de nouvelles fonctions attachées à l'éducation à la santé, à l'éducation thérapeutique. Je crois que les patients intervenants, pour prendre un terme générique, et celui officiel du ministère de la Santé, soyons officiels, justement, sont formés, que ce soit dans des DU ou au sein des mouvements associatifs ou de toute autre structure, justement, sont formés pour faire ce lien entre les personnes, quel que soit leur niveau de vulnérabilité, et les professionnels de santé. Je dis ça parce que c'est parfois compliqué pour les gens de poser des questions toutes simples qu'ils se disent qu'ils sont censés connaître depuis toujours.
quand on est diabétique depuis 15 ans et que tout d'un coup, on ne sait plus, mais au fait, pourquoi est-ce que je prends, je vérifie ma glycémie tous les jours, mais au fait, à quoi ça sert, etc. C'est des choses qu'on est censé supposer, qu'on est censé savoir, quoi. Et or, l'éducation, l'accompagnement, c'est des va, des viens et des revas et des reviens. Et donc, je pense que, en l'occurrence, dans notre circonstance, dans les patients ressources, dans le domaine, par exemple, des maladies hémorragiques rares, mais c'est vrai, je pense, dans beaucoup de pathologies, peuvent créer justement ce lien, donner les informations, j'allais dire, parce qu'ils sont formés en particulier sur la reformulation médicale, ils sont formés pour utiliser des termes qui soient compréhensibles par les interlocuteurs. Moi, j'ai eu un appel encore hier, dimanche, d'une personne qui a une vraie difficulté par rapport à un choix de traitement qui était impossible à poser parce que le médecin en avait déjà parlé, voilà, etc. Et qui se sentait pas, cette personne ne se sentait pas de reposer à nouveau. Et donc, on propose, on peut être une alternative. Et je pense à un moment donné, une aide pour revenir auprès des professionnels de santé en formulant des questions que les gens se sentent aptes à porter, tout en ayant répondu à ce qui est de l'ordre de la demande de base que n'oserait pas demander un patient, je vais dire, en dehors de la consultation ou même lors de la consultation. Donc cette médiation, elle est évidemment auprès des publics vulnérables, mais elle est aussi dans ce qui constitue, j'allais dire, le dialogue continu entre professionnels de santé et patients, et peut être un réel appui pour des gens pour revenir, pour se rapprocher du parcours de soins avec des questions mieux formalisées qui amèneront de la part des professionnels j'allais dire, à être plus dense, plus précis dans ce qu'ils disent. Et à mon avis, c'est comme ça aussi au fil du temps que se construisent les compétences des personnes. Donc il y a la session d'éducation thérapeutique elle-même où les patients ont un rôle, et puis en dehors des sessions, d'accompagnement des patients intervenants, pour prendre le terme générique, qui peut être, je pense, un bon lien. Donc c'est gagnant, je pense, dans la durée. Mais encore faut-il, je veux dire, que les mouvements associatifs acceptent l'idée que ces patients puissent intervenir en dehors de sessions d'éducation thérapeutique. Voilà. Et encore faut-il que la population en question ait accès et connaisse les numéros de ces patients parents ressources, en patients intervenants qui existent sur leur propre région. Voilà. Merci. Madame Guidoum demandait la parole et puis ensuite on parlera peut-être d'un concept abordé dans le chat sur l'approche patient partenaire de soins. Oui. Madame Guidoum. On parlait tout à l'heure des médiateurs santé. En fait, effectivement, oui, ils sont nécessaires. Nous, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à capter justement ces personnes vulnérables par la santé, mais vulnérables aussi socialement. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, ils ont déjà très honte de leur situation. C'est déjà très compliqué pour eux. Et ils nous disent souvent, mais moi, je n'ai besoin de personne. Je suis déjà soutenue par ma famille ou alors par ma communauté, et ils ne trouvent pas l'utilité justement de participer au programme. Moi, j'ai presque envie de dire, allons plus loin. Effectivement, il faut que ces personnes-là participent à l'ETP, mais pourquoi pas faire participer en fait les aidants, les accompagnants. Je pense que ce serait beaucoup plus facile pour eux, à mon sens. Merci. Est-ce que Mireille, pardon, je prends votre prénom parce que c'est ce qui s'affiche dans le chat. Vous souhaitez prendre la parole sur ce que vous avez indiqué autour de l'approche patient partenaire de soins? Oui, alors l'approche partenaire de soins, c'est un concept qui se développe de plus en plus. Je fais partie d'un groupe de travail au CHRU de Nancy qui se situe dans le cadre des travaux de l'Interreg. Alors l'Interreg, c'est Belgique, Luxembourg, Rhénanie et tout le Grand Est de la France. On travaille justement sur ces relations patients-soignants où on essaye de convaincre les soignants de la complémentarité que les patients peuvent apporter à tous ces travaux dans l'élaboration tout simplement du parcours de soins du patient. Je pense que le temps du soignant détenteur de la vérité, de l'autorité, c'est terminé.
prennent un peu le pouvoir. Avec le développement des connaissances via les réseaux, Internet et tout ça, les patients ont des connaissances et ils sont capables, c'est pour ça que je parlais de gommer un peu l'asymétrie, ils sont capables d'avoir une conversation ordinaire avec un soignant et de pouvoir justifier de ses choix, de pouvoir choisir son traitement et de construire son parcours de soins ensemble en bonne conscience. Voilà, c'est un petit peu l'objectif de ce concept-là. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments. Pour revenir un petit peu sur justement les différentes recommandations déjà qui sortent d'aujourd'hui, mais aussi qui sont sorties, comme je vous le disais, de l'Internet, c'est-à-dire qu'on avait mis une page exprès pour que les personnes puissent formuler des recommandations, en tout cas sur cette difficulté d'accessibilité au programme d'éducation thérapeutique. Je vais vous partager les premiers éléments qui sont ressortis. Du coup, alors ça va vraiment rejoindre ce qu'on a évoqué ensemble aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a été encore plus loin, parce que du coup on a beaucoup évoqué, nous, de notre côté, l'éducation thérapeutique itinérante. Alors ça rejoint l'idée justement aussi à un moment donné de cette difficulté de proposer un lieu facilitant l'accès, le parking, la gratuité, peut-être aussi de délocaliser au plus près les programmes d'éducation thérapeutique d'où vivent les personnes. De construire un format d'atelier adapté au public et à la pathologie du public. Ça avait été évoqué à plusieurs reprises, et à la fois parmi vous, mais aussi dans les entretiens, que actuellement les programmes d'éducation thérapeutique, faire 8 heures d'affilée à destination des personnes, c'est compliqué. C'est à la fois en termes de pathologie, mais aussi à la fois en termes de démarche éducative. On sait bien que 8 heures d'affilée, ça n'apporte rien. Donc du coup, peut-être l'idée que vous aviez justement de travailler avec les personnes, c'est-à-dire vraiment dans cette co-construction de programmes d'éducation thérapeutique, va permettre aussi de répondre à construire des formats d'ateliers en tout cas plus adaptés au public. Et vous avez aussi beaucoup abordé la question peut-être de visioconférence, peut-être de rassembler tous les acteurs autour d'un programme afin de pouvoir réfléchir ensemble aux difficultés que pourrait poser ce programme. Travailler aussi sur, alors quelqu'un évoquait une équipe mobile d'appui en ETP au plus près des personnes, peut-être retravailler sur cette question de médiation, de médiateurs en santé qui pourraient aller se rapprocher des publics les plus vulnérables, les plus éloignés. Voilà les recommandations en tout cas qui sont sorties. C'est vrai que quelqu'un évoquait, c'était assez drôle, hein, le temps soignant et le temps des patients n'est pas le même. Et en effet, je pense que ça c'est important. Et de pouvoir en effet de co-construire avec le patient, ça va apporter énormément à la fois à l'un et à la fois à l'autre. Je ne sais pas s'il y a des autres choses que vous aimeriez évoquer en termes de recommandations, revenir sur peut-être des éléments que vous avez abordés. Peut-être ce qui est ressorti aussi, la question d'un tiers médiateur de ce travail de co-construction. Et dans le chat, on a vu apparaître les plateformes ou les UTEP ou les IREPS comme pouvant être éventuellement effectivement ce tiers. Et puis Mireille voulait rajouter des choses autour de la question de l'IETP, ou en tout cas de cette question du numérique et de l'ETP. Oui, alors mon association Infacron-RCH a proposé il y a 2 ans, donc c'était bien avant le Covid, des programmes d'e-accompagnement. On a constitué une plateforme qu'on a appelée Mickey Connect, qui permet d'ouvrir une chambre pour pouvoir délivrer des séances d'ETP, faire des bilans éducatifs à distance. Et nous, notre public est plutôt un public jeune, donc qui est très connecté, et ça marche plutôt bien parce que du coup, ils font leur séance à l'horaire de leur choix, la date de leur choix, sans avoir à prendre de congé, sans avoir à se déplacer. Ils font ça confortablement chez eux et ils sont ravis de pouvoir faire leur séance de TP en ligne. Excusez-moi, je voulais juste savoir, les séances de TP qui sont proposées en ligne sont des séances du coup individuelles ou c'est des séances collectives? Il y a un professionnel, un patient qui anime? Comment ça se passe? On fait les deux, on fait du collectif et de l'individuel. On est toujours au minimum 2 animateurs parce qu'animer un atelier en ligne, c'est assez compliqué. Il n'y a pas tout le langage non verbal est moins perceptible. C'est beaucoup plus difficile à animer. Donc, il faut au moins qu'il y ait une personne qui soit la technique et puis une autre qui soit vraiment consacrée qu'à l'animation.
Et du coup, on a mis, enfin, tous nos ateliers qu'on faisait en présentiel, on les a transformés en virtuel. On a dans nos bénévoles un ingénieur qui nous transforme tous nos ateliers et qui les anime avec des post-it, des choses très interactives. Chaque patient a une couleur et il répond avec sa couleur. Enfin, c'est super bien fait et c'est très agréable et facile finalement parce que nous, on a des patients plutôt jeunes. Alors, si je peux me permettre, je vais encore rebondir. On voit bien que aussi une des difficultés actuelles, c'est le financement des programmes d'éducation thérapeutique du patient. Comment vous avez pu faire financer justement cette plateforme-là, en tout cas ce travail-là? Alors, on a déjà eu une grosse reconnaissance parce que notre plateforme Mickey Connect a été primée, a reçu le prix Galien en 2018. Et puis, on a des financements qui nous sont propres, qui permettent, et puis on a beaucoup de bénévoles. Hein, le bénévole qui travaille sur la transformation des ateliers présentiels pour passer au virtuel, il fait ça de façon bénévole. Il travaille 50 heures par semaine à ça. Ah oui, c'est un gros boulot. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est un travail assez conséquent. Madame Barrette, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Non, à la limite, je veux dire, l'ETP à distance, c'est vrai que c'est, enfin, pour moi, hein, après, ça vient vraiment en complément du présentiel. Je pense qu'on ne peut pas faire que du distanciel. Après, c'est vraiment, voilà, c'est un avis vraiment personnel. Je pense qu'il y a quand même besoin de se voir, d'avoir le contact humain qui reste là. Après, il est vrai que ça permet, au niveau accessibilité, ça peut être, voilà, ça peut être une alternative. Mais juste enfin, pour moi, ce sera pas possible de faire que ça. À mon avis, ça a quand même ses limites. Mais ça enrichit l'accessibilité, ça c'est sûr. Alors, Madame, j'ai une question sur les fonctionnalités de Mickey Connect. Alors, je ne sais pas si Madame Niclos, vous pouvez répondre. Il faut voir avec Eric Balèze directement. Exactement, c'est ce que j'avais envie de répondre. Parce qu'il est quand même. Est-ce que vous souhaiteriez savoir Là, voilà, le lien est partagé dans le chat, donc peut-être que les personnes qui ont envie d'aller fouiller un peu cette question-là peuvent aller regarder via le lien. Oui, sinon les patients, ils s'inscrivent, ils reçoivent le lien, ils ouvrent la chambre qui est ouverte à ça. D'ailleurs, c'est une chambre qu'on laisse à la disposition des CHRU qui souhaitent passer leur séance en distanciel. Et la disposition, il suffit de nous la demander. Alors, c'est vrai que je rebondis sur ce que vous avez dit, Madame Barrel, parce que c'est quelque chose qui est ressorti assez fort des entretiens. C'était aussi cette difficulté à travailler. Alors, les professionnels de santé travaillent très, très bien, hein, ces compétences d'auto-soin, de maîtrise de gestes techniques, de connaissance de la pathologie, des choses qu'ils maîtrisent très bien. Et c'est vrai que tout ce qui est de l'ordre des compétences d'adaptation, c'est-à-dire de comment vivre au quotidien avec cette pathologie, comment gérer certaines situations, faire des choix, pouvoir en parler. Les patients ont beaucoup évoqué que c'était quelque chose qu'ils recherchaient dans les ateliers, que parfois ils ne trouvaient pas. On avait justement le témoignage de quelqu'un qui évoquait je voulais avoir des petits conseils pratiques et je ne les retrouvais pas. Alors il y a des patients qui nous ont évoqué en se disant est-ce que les professionnels ne veulent donner que des choses scientifiquement validées et pas aller sur des sujets qui sont vraiment ces compétences d'adaptation. Alors c'est vrai que je rejoins ce que vous venez de dire, Mme Barrel, j'ai toujours peur que le distance enlève aussi ce côté travail autour des compétences d'adaptation et d'échange sur des solutions, quelles solutions on peut trouver, comment on peut en parler. Je ne sais pas. C'est un sujet que je vous soumets. Si je puis me permettre, c'est Thomas Sagnier. Oui, je vous en prie, allez-y. Les sessions d'éducation thérapeutique à distance, elles sont soumises aux mêmes règles de préparation, à la même rigueur de préparation que des sessions d'éducation thérapeutique en présentiel. Et même sur ces aspects-là que vous venez d'évoquer, c'est important d'y faire particulièrement attention. Au-delà des aspects techniques, d'appropriation par les participants de l'outil technique qui peut être utilisé,
les objectifs pédagogiques, il y a un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte. Un, il ne faut pas multiplier les objectifs pédagogiques. C'est jamais plus de 1 ou 2 objectifs pédagogiques par session. Il faut qu'elles soient courtes, entre 1h30, 1h30, 2 heures maximum, vraiment 2 heures maximum. Qu'elles soient co-animées par des soignants et des professionnels de santé. Je pense que c'est un point particulièrement important parce que, à mon avis, c'est un des éléments qui facilite l'apprentissage et aussi qui, justement, permet de conserver l'enjeu relationnel au-delà de l'enjeu des compétences à acquérir. Parce que je pense que les patients ressources, quand ils co-interviennent, sont particulièrement soucieux de cela, au fond, que tous les participants puissent accéder, non seulement du point de vue cognitif, mais aussi émotionnel, aux savoirs qui sont travaillés. Et il ne faut pas être, soit être sur des exercices extrêmement pratiques. C'est-à-dire qu'il faut être particulièrement attentif, notamment aux savoirs déjà acquis. Et c'est à partir des savoirs acquis qu'on travaille sur des savoirs à acquérir. Les savoirs, au fond, déjà, on vérifie que des savoirs sont déjà là. Et ensuite, on passe à une deuxième étape, c'est l'acquisition de nouveaux savoirs. C'est un point très important qui doit guider, à mon avis, le programme, les sessions d'éducation thérapeutique à distance. Parce que, alors sur la gestion de l'émotion, ça c'est vrai que c'est un enjeu. C'est pas simple d'accompagner quelqu'un qui pourrait avoir une grande émotion, par exemple, à distance, pleurer, etc. Mais il y a des... et pour les professionnels, parfois, c'est un peu troublant, les émotions. Hein. On sait que pour... C'est vrai pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Voilà, il y a un des points, c'est qu'il faut sur la question des émotions, je crois qu'il faut être, par exemple, dire qu'elle est parfaitement normale. Mais ce que je vais dire est sur la palissade en termes d'animation de groupe. Hein. C'est-à-dire qu'elle est tout à fait normale et qu'elle est reçue par le groupe comme étant voilà, faisant partie de l'éducation thérapeutique, voilà, parce qu'elle soulève des émotions, des histoires, etc., qui ne sont pas évidentes, et recadrer, et ensuite faire le lien, plus exactement, pas recadrer, faire le lien avec ce qui est en train d'être appris, pour aider les gens à rester dans un cadre émotionnel, au fond, acceptable pour eux, dans lequel, au fond, le souvenir qu'ils auront ainsi de cette émotion exprimée ne sera pas trop déstabilisant pour eux, parce que ça reviendra se situer, et ils feront le lien avec, au fond, ce qui est travaillé lors de la session éducative. Donc, ce n'est pas impossible. Ce que je veux dire, c'est loin d'être impossible. J'allais dire bien au contraire, avec la limite qu'a dit tout à l'heure Karine Barrel sur ces enjeux. Effectivement, ce n'est qu'un outil complémentaire, mais qui aide à l'accessibilité. Alors, juste avant de donner la parole aux personnes dans le chat, je voulais revenir sur ce que vous disiez, Monsieur Sagnier, parce que c'est vrai qu'actuellement, les programmes d'éducation thérapeutique, l'intervention des patients se trouve souvent dans la même chose de la séance autour du vécu de la maladie. Et on retrouve peu cette co-animation que vous évoquez, c'est-à-dire que quand vous évoquez la co-animation entre un professionnel de santé et un patient ressource qui va justement, lui, pouvoir rebondir sur ses compétences d'adaptation et vraiment faire écho à ses compétences d'adaptation, parce qu'on dit toujours qu'une compétence d'auto-soin, elle doit être accompagnée par une compétence d'adaptation. Savoir faire un geste technique, si la personne, elle pense qu'elle n'a pas les capacités, qu'elle n'y arrivera jamais, que c'est trop compliqué, si elle n'ose pas verbaliser ça, vous aurez beau lui apprendre le geste technique, elle ne le refera pas. Et c'est vrai que les patients, ils auront vraiment cette vigilance-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve dans les programmes d'éducation thérapeutique? Très peu de séances co-animées entre un professionnel et un patient. Les seules séances qui sont co-animées comme ça sont les séances vécues de la maladie. Eh ben, c'est un enjeu, c'est une des réponses que le groupe apportait justement aux enjeux d'accessibilité que vous posiez aujourd'hui. C'est-à-dire que l'importance de la co-intervention, elle se justifie, mais évidemment, j'ai un biais
je viens d'un mouvement associatif qui fait participer des patients et des professionnels de santé ensemble. Donc, c'est comment dirais-je, voilà quoi, j'ai un biais, et puis ça s'inscrit dans une histoire aussi associative, et ce sont des maladies rares, donc c'est un contexte particulier. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas transposable. Évidemment à d'autres pathologies, à d'autres services, à d'autres mouvements associatifs, bien au contraire. Mais je pense que la co-construction est nécessaire, ça a été dit, la co-animation, oui, c'est pas simplement que sur le vécu, parce que on vient de faire par exemple un atelier à préparer la téléconsultation. C'est co-animé par un patient en ressources et à distance, hein, un IETP à distance. C'est co-animé par un professionnel de santé et un patient en ressources, en l'occurrence. Donc c'est possible. Effectivement, dans le chat, Madame Berger parlait aussi de la place du bilan éducatif partagé pour établir la relation de confiance et pouvoir éventuellement proposer des ateliers qui soient hybrides, présentiels. Est-ce que Madame Berger voulait prendre la parole? Non, ou peut-être problème de connexion? J'ai juste le temps de, bonjour, de rebooter mon ordinateur. Oui, je comprends qu'il y ait des freins à l'ETP à distance, la IETP. Nous, on souhaiterait développer de la IETP sous un mode de visioconférence, enfin visioconférence, de visio. À un temps donné, plusieurs patients peuvent se connecter, et pour les patients qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas se connecter à distance, on peut les inviter dans un atelier présentiel comme on fait classiquement, tout en sachant qu'on est limité. Parfois, les ateliers collectifs sont tout bonnement annulés, et parfois ils sont limités à 5 personnes. Donc, on fait avec les moyens du bord, et les décisions qui sont valables aujourd'hui, demain ne le seront peut-être plus. Ça nous est arrivé déjà d'annuler plusieurs ateliers de suite. Donc, plutôt que de laisser les patients tout seuls chez eux dans la nature à ne pas pouvoir nous joindre, pourquoi pas proposer de maintenir le lien via de l'éducation thérapeutique à distance. Alors, ce n'est pas du e-learning, hein, c'est pas chacun devant son ordinateur, c'est tous ensemble, pas en présence, mais à un temps donné, on se retrouve pour échanger. Alors, ce que disait Madame, je ne sais pas si c'était Madame Gaillard ou Mireille, effectivement, il faut qu'il y ait au moins 2 animateurs, parce qu'on ne peut pas gérer l'aspect technique, le chat et l'animation, et il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui soit attentif aux émotions qu'on peut percevoir ou pas percevoir. L'animation à distance est beaucoup plus difficile que l'animation en présentiel, mais plutôt que de ne rien faire, je pense qu'il faut maintenir un lien, et que ce n'est pas un problème d'âge, parce qu'il y a des gens très âgés qui ont des connexions et qui sont sur WhatsApp régulièrement avec leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. C'est un problème de culture. Les patients se sont mis à accepter les téléconsultations. Ils ont bien compris que plutôt que de ne plus avoir de contact avec leur médecin, une téléconsultation, c'était un risque moindre de co-infection, de choses comme ça. Donc je pense qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on garde en tête que l'ETP, c'est avant tout une relation de confiance. C'est pas du message descendant, moi je suis docteur, je sais tout, donc je vais vous imposer. C'est chacun peut parler, chacun peut s'exprimer, et si la personne n'ose pas se montrer parce que certaines personnes n'ont pas envie de se montrer avec une perruque ou un turban ou sans cheveux, le fait d'être à distance chez elle, peut-être qu'elle n'activera pas sa caméra, et peut-être que ça la rassurera de voir d'autres personnes Voilà, il y a les avantages et les inconvénients, et pareil pour les gens qui sont en activité ou qui ont repris le travail, le fait de pouvoir se connecter soit du bureau avec moyennant l'autorisation de leur responsable, soit de chez eux, c'est aussi une possibilité d'avoir quand même un lien et de continuer à les aider. Très bien, merci beaucoup. Et je crois aussi qu'on avait dans le chat un autre commentaire. Madame Barrel a commenté, et puis Mireille également, autour de la question des patients experts qui sont parfois cantonnés là où les soignants sont moins à l'aise. Et donc, on va chercher le patient expert là où peut-être le soignant est moins à l'aise. Je ne sais pas si Madame Barrel ou Mireille, vous voulez compléter ce qui est dit là. Oui, moi je voulais dire que souvent, les soignants sont très à l'aise sur la fatigue, la douleur, les diètes sur l'alimentation, les pharmaciens sur le traitement. Et puis il y a des domaines où personne ne sait trop quoi répondre. Et moi, je suis souvent sollicitée pour le domaine de l'emploi et des droits sociaux, par exemple.
Voilà, et c'est un peu dommage de nous cantonner à ça. Moi, je pense que le patient expert, il devrait être dans tous les ateliers, dans toutes les thématiques, parce que lui, il connaît le vivre avec la maladie. Je suis complètement d'accord. Ça rejoint aussi ce que disait Madame Gaillard. Elle évoquait justement dans son commentaire que ce n'était pas simple pour les professionnels de travailler justement sur quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de maîtriser, en tout cas qu'ils maîtrisent moins. Donc, c'est une sorte de perte de pouvoir. C'est pas évident et c'est vrai que l'accompagnement des patients peut être aidant. Alors, peut-être avant de terminer, je ne sais pas si d'autres personnes voulaient redire quelque chose, évoquer des choses. Non? Alors, pour poursuivre et pour terminer cet atelier-là, du coup, comme vous évoquez, vous pouvez toujours continuer, en tout cas, à partager des recommandations, à proposer des recommandations. Cette consultation reste encore ouverte jusqu'à début décembre. Donc, sur les 3 sujets, l'inclusion des patients, l'accessibilité au programme, la participation des patients dans la construction et la réalisation des programmes. Il ne faut vraiment pas hésiter puisque vraiment l'objectif de ces webinaires, c'est de pouvoir redonner ces éléments, en tout cas ces pistes d'amélioration aux porteurs de programmes, au niveau de l'ARS, voilà, aux structures qui coordonnent les modes d'exercice, les nouveaux modes d'exercice coordonnés, à l'URPS médecin, pour qu'on puisse vraiment réfléchir quelles améliorations on peut mettre en place. Donc, n'hésitez pas, la consultation reste ouverte. On vous enverra le lien, comme il est indiqué dans le chat. Et puis, peut-être aussi, avant de vous quitter, je voudrais vraiment, déjà d'une part, remercier toutes les personnes qui ont contribué, en tout cas, à ces entretiens-là. Ça nous a vraiment enrichis. Ils ont pris vraiment le temps à répondre à ces entretiens et ce n'était pas simple parce que c'est dans un contexte sanitaire compliqué. Donc, je voudrais vraiment remercier et à la fois les patients, l'entourage et les professionnels. Je voudrais aussi remercier Madame Barrel qui nous permet vraiment de construire ces ateliers-là et ces webinaires-là. Je remercie Aurélie Simonin et Anne-Patrice. Comme vous disiez très bien tout à l'heure, d'ailleurs, ce n'est pas simple, la technologie. Donc, il nous faut des modérateurs qui puissent gérer la technique, donc qui ont été super sur la technique. Et surtout, je voudrais vraiment vous remercier pour le temps, pour tous les échanges que vous avez eus, toutes les idées, les pistes, les expériences partagées qui vont nous permettre, en effet, comme quelqu'un disait très bien, de semer petit à petit des pierres et puis essayer de construire quelque chose au fur et à mesure du temps de solide, en tout cas sur ces programmes d'éducation thérapeutique. Je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, une bonne continuation. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous envoyez un compte rendu des points qui ont été traités aujourd'hui, toute la journée? Oui. Oui, alors du coup, il va y avoir donc un dossier documentaire. Alors pour vous dire, il y aura un dossier documentaire qui va vous être envoyé dès demain pour aller plus loin sur l'accessibilité des programmes en éducation thérapeutique. Donc tous les liens qui ont été mis aujourd'hui sur le chat seront mis dans ce dossier documentaire et je crois qu'il y en a certains qui y sont déjà. Et puis, une fois qu'on aura tout recensé, c'est-à-dire que toutes les recommandations qui ressortiront de ces différents temps, tous ces webinaires, vous seront transmis aussi. On fera une grosse partie communication avec notre chargé de communication qui vous transmettra ces éléments-là. J'espère que ça a pu répondre à votre question. Ça merci. Va? Oui, merci. Merci à vous. Merci. En tout cas, merci à vous. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Continuez, je vous propose vraiment de continuer à enrichir ces ateliers-là pour pouvoir avoir des recommandations qui sortent et qui partent de vous en tant que patient expert, en tant que patient ressources, en tant que personne vivant avec une maladie chronique. Merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Thank you.